Ce 16 septembre, je propose la première partie d'une chronique consacrée à des femmes inspirantes. Connues, moins connues. On lit des articles aujourd'hui qui parlent, je cite, de femmes puissantes. Je ne sais pas ce qu'est véritablement une femme puissante. Si l'on pense qu'il s'agit de femmes qui détiennent un pouvoir sur un parti, sur un pays, sur les hommes, et comme tout pouvoir, relatif et toujours aléatoire, je parlerai plutôt de femmes qui exercent leur pouvoir sur elles-mêmes, des femmes qui ont du cran, comme on dit, des femmes inventives qui décident de vivre et de créer leur vie en toute liberté et selon leurs convictions. Ce sont elles qui donnent du courage à toutes les autres. C'est pourquoi je les appelle plutôt des femmes inspirantes. Voici donc le premier épisode. Il est parfois des découvertes apparemment insignifiantes et qui pourtant se révèlent passionnantes. Pendant l'été, j'ai trouvé un vieux livre dans un tiroir chez ma mère. Broché, couverture usée et écornée, page en papier épais et grenu, jauni. C'est le titre qui a attiré mon attention. Détresse américaine. J'ai regardé la date d'impression, 1938. Distraitement, j'ai commencé à en parcourir les premières lignes et j'ai continué à lire. J'avais découvert le plus fort et le plus poignant des récits. L'auteur m'était totalement inconnu, voire obscur. Son nom, Martha Gellhorn. Il a été facile de la trouver sur Internet, essentiellement grâce à des articles en anglais. Parce qu'en réalité, moins connue en France, elle est célèbre aux États-Unis. Martha Gellhorn est née en 1908 dans le Missouri. À 23 ans, elle part pour la France. Quand elle revient aux États-Unis, 5 ans se sont déroulés depuis le krach boursier qui a ruiné le pays. Presque 3 millions d'Américains vivent alors dans des bidonvilles. Roosevelt vient d'être élu et pour redresser cette situation de crise extrême, il a créé l'Agence fédérale des secours d'urgence, la FERA. C'est une des opérations qui fait partie du New Deal. C'est là que nous retrouvons Martha. Les statistiques rapportées à la FERA sur les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Les moyens imaginés par le gouvernement sont-ils efficaces? Pour avoir des informations sur la manière dont les efforts de l'État aboutissent, savoir s'ils sont effectifs et ressentis par la population, on envoie une équipe d'enquêteurs dans les régions sinistrées. Martha Gellhorn en fait partie. Ce qu'elle découvre alors est terrible. Les maladies dues à la malnutrition se multiplient. Les gens vivent dans un dénuement absolu, une misère qui bouleverse la jeune femme. Dans ses notes, on peut lire « Ces hommes sont confrontés à la faim et au froid, à la perspective de devenir des mendiants assistés, d'être jetés à la rue et de voir leur famille dispersée. Je ne sais pas ce qu'un homme peut endurer de pire. » Pourtant, elle constate que dans tous ces foyers misérables, le président Roosevelt est non seulement respecté, mais adulé. Son portrait est accroché dans le moindre taudis. Il est leur espoir. Les informations de Martha progressent. Or, dans une petite ville de l'Idaho, elle est témoin d'un détournement d'argent qui lèse les chômeurs, les privant de leurs allocations. Elle leur suggère alors de manifester et d'attirer l'attention du gouvernement en allant briser les vitres du bureau de la FERA. La manœuvre réussit. Les chômeurs sont indemnisés. Mais le FBI repère Martha comme un dangereux élément du péril rouge. Elle est rappelée à Washington et exclue de l'enquête. Alertée, Eleanor Roosevelt elle-même encourage Martha à relater son expérience. En 1937, paraît The Trouble I've Seen, 4 récits, des fictions inspirées de ce que Martha a vu pendant 8 mois et dont le titre rappelle le célèbre Negro Spiritual Nobody Knows the Trouble I've Seen, populaire grâce à Louis Armstrong. Ainsi, cette vieille édition que j'ai entre les mains a mis tout juste 1 année pour pouvoir être lue en France, édition Fernand Sorlot, collection Les Maîtres étrangers,
dirigée par Claude Odette Calmont. La traduction est de Denise Genex, qui a probablement travaillé non-stop pour apporter ses presque 300 pages en français. En voici un extrait. De loin, elle aperçut la foule massée près du bureau de secours. Elle pressa le pas, stimulée. Il y avait toujours la possibilité d'un arrivage de denrées venant du nord. Du cornet de beef, peut-être, ou du lait condensé, qui sait, du beurre même, à moins que ce ne fussent des vêtements. Elle courait presque maintenant, se hâtant à petits pas rapides sur les pavés, mais prenant soin, malgré sa précipitation, de ne pas souiller de crottin ses chaussures fraîchement blanchies. Des vêtements. Elle avait demandé une robe de bébé pour sa petite fille. La dernière fois, elle en avait vu de si mignonnes avec des nœuds bleu pâle à la française et de petites manches ballons. Ces manches, je me demande si c'était voulu, ou bien si c'était un hasard, avec ces bécasses de l'ouvroir qui ne connaissent pas la différence entre coudre et enfourner du charbon. Est-ce qu'on peut savoir? Enfin, peu importe. Toutes ces robes avaient été distribuées, avant qu'elle n'eût fait sa demande. À sa dernière visite, elle avait dû se contenter de 3 couches. Et puis, comme elle avait dû mentir. Elle s'amusa à se remémorer la scène avec Mrs. Cahill, la dame visiteuse. Elle avait défendu ses droits, ni plus ni moins. Elle était bien libre de mentir si ça lui plaisait, du moment qu'elle ne faisait de tort à personne. Elle avait dit à Mrs. Cahill: « Écoutez, Miss Lucy, pour moi, j'ai pas besoin d'habits. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais j'ai droit à ma part, tout comme les autres. Alors, pour remplacer, je prendrai des vêtements pour ma petite fille. » Mrs. Cahill avait répondu: « Oh, ne me racontez pas d'histoire, vous manquez de tout. Vous n'avez pas une paire de chaussures décentes à vous mettre. Et quand je vais faire la demande, ce sera pour vous. Laissez votre fille Tennessee se débrouiller toute seule pour sa petite. » Et Mrs. Madison: « Vous n'avez pas à me commander, Miss Lucy. Vous êtes trop jeune pour comprendre les choses. Et puis, qui mieux que moi peut savoir ce qui me manque? Réclamez les affaires pour Tinny, comme je vous l'ai dit. » Mrs. Cahill objecta que c'était contre le règlement. Le règlement, le règlement. Mrs. Madison haussa les épaules. Mrs. Cahill céda. On lui laissait une certaine liberté pour les décisions à prendre et les fournitures à distribuer. En outre, elle connaissait Mrs. Madison. C'était une femme qu'on ne pouvait pas commander. Elle ne s'inclinait que forcée. Et même alors, on devinait sa rébellion intérieure. Poursuivant ma recherche sur cette femme qui, à si jeune, écrit un livre tellement juste et tellement poignant, je comprends que sa réputation va au-delà d'un seul livre. Martha Gellhorn a été pendant plus de 30 ans correspondante de guerre pour The Atlantic Monthly, un magazine mensuel. Elle couvre la guerre civile espagnole dès 1937. Plus tard, elle accompagne les troupes alliées en Normandie. Dans les années 60, elle se rend au Moyen-Orient pour vivre parmi les Arabes déplacés par la création d'Israël. Elle se rend au Vietnam. Active jusqu'à la fin de sa vie et commentant les événements du monde d'un point de vue journalistique, mais surtout humain, ce qui ne l'aura pas empêché d'écrire également des romans et des nouvelles. Écoutons sa voix au cours d'un entretien en 1983. Arthur, you wrote your first novel, The Trouble I've Seen, in 1936, at the time of the New Deal. Could you describe the America you saw then? Well, people moved towards cities to try to get jobs. And then they lived in something which was called Hoovervilles, because you realize that before Roosevelt came in, the Depression had already started under Hoover. And they moved into the cities and they made shanties out of what one does, corrugated tin. And so some of the people I saw were living in these, which again was unheard of. This was something brand new, horrendous. And then other people were living on those sort of subsistence farms in the South, where it already astonishes me that they were able to live at all before. But by now they'd had it. They didn't have enough money to buy grain to plant anything. They'd sold their mule or eaten it, as the case may be. And the houses, they lived in, all of them, in conditions of absolutely black misery, whether it was on a poor farm in the South, in a Hooverville shanty town.
This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Retrouvons-nous le 30 septembre pour le deuxième épisode de ces 10 minutes consacrés à Martha Gellhorn et particulièrement à son livre The Trouble I've Seen. À bientôt.